Après que ma riche grand-mère m'a légué 4,7 millions de dollars, mes parents qui m'ont ignoré toute ma vie m'ont poursuivi en justice pour les récupérer. Quand je suis entré dans la salle d'audience, ils ont levé les yeux au ciel. Mais le juge s'est figé. Il a dit, « Attendez. Vous êtes du JAG, madame ?» Leur avocat a blêmi. Je ne m'attendais pas à ce que la salle d'audience devienne silencieuse dès mon entrée, mais voilà, 40 paires d'yeux se tournaient vers moi, certains curieux, d'autres jugeurs, et 2 d'entre eux ouvertement moqueurs. Mes parents étaient assis à la table des plaignants, levant les yeux au ciel de la même manière qu'ils le faisaient quand j'étais une enfant oubliée, mendiant leur attention. Leur avocat, un grand homme en costume bleu marine, semblait bien trop confiant, remuant ses notes comme s'il savait déjà qu'il allait gagner. Mais au moment où le juge m'a vu, tout a changé. Il s'est figé, ses sourcils se sont levés. Puis il s'est penché en avant, plissant les yeux comme s'il n'en croyait pas ce qu'il voyait. « Attendez, vous êtes au JAG, madame ?» Leur avocat a blêmi. Et dans cette seconde suspendue, alors que les sourires narquois de mes parents fondaient littéralement sur leur visage, j'ai réalisé que les 38 dernières années de ma vie avaient toutes mené à ce moment précis, un moment que je n'avais jamais voulu, mais pour lequel j'étais prête. Je m'appelle Sarah Lawson, et voici l'histoire de comment ma riche grand-mère m'a légué 4,7 millions de dollars, et comment mes parents, qui m'ont ignoré toute mon enfance, m'ont poursuivi en justice pour récupérer chaque centime. Mais pour comprendre comment nous avons fini dans ce tribunal, il faut revenir au tout début. J'ai grandi dans une petite ville du Midwest appelée Maple Falls, un endroit où les étés sentaient l'herbe fraîchement coupée, et où les hivers signifiaient pelleter la neige de l'allée avant l'aube. La vie là-bas n'était pas glamour, mais elle était simple, simple de la manière dont seules les villes avec un seul restaurant et 3 églises peuvent l'être. Mes parents biologiques, Daniel et Linda Lawson, étaient les jeunes stars brillantes de Maple Falls. Papa avait été le quarterback du lycée, le genre de gars dont le blouson de sport hantait l'imagination de toutes les filles du coin. Maman était la jolie pom-pom girl au sourire éclatant et à la langue bien pendue. Ils se sont mariés jeunes, beaux et passionnés, certains que leur avenir serait grand et brillant. Puis je suis arrivé. Je ne pense pas qu'ils m'aient jamais détesté exactement, mais je sais que je ne faisais pas partie de leur plan. J'étais le bébé qui les ralentissait. Le bébé avec qui ils ne savaient pas quoi faire, le bébé qui pleurait la nuit pendant qu'ils se disputaient à propos d'argent, de rêves, et de toutes les choses qu'ils avaient l'impression de rater. Quand j'avais à peine 2 ans, ils m'ont déposé chez ma grand-mère pour un petit moment, le temps de se remettre sur pied. Ils ne se sont jamais remis sur pied, et ils ne sont jamais revenus me chercher. Ma grand-mère, Margaret Lawson, n'était pas riche de manière ostentatoire. Elle ne portait pas de diamants et ne conduisait pas de Mercedes. Elle portait des gilets délavés, cuisinait des muffins aux myrtilles le dimanche, et parlait d'une voix douce mais ferme qui pouvait calmer n'importe quelle tempête. Sa richesse provenait de décennies passées à gérer 3 petites quincailleries à travers le comté, et à investir dans l'immobilier quand le marché était bas. Les gens de Maple Falls l'appelaient la millionnaire silencieuse. Quand j'avais 5 ans, je pensais simplement qu'elle était magique. Quand j'avais 10 ans, j'ai réalisé qu'elle était la seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé. Et quand j'ai eu 15 ans, je savais quelle était la personne que je voulais devenir, stable, gentille, juste et inébranlable. Elle n'a jamais dit du mal de mes parents. Pas quand ils rataient mes anniversaires. Pas quand ils oubliaient Noël. Pas même quand ils débarquaient à l'improviste, une fois toutes les quelques années, pour demander de l'argent, faisant semblant de s'intéresser à nous pendant 10 minutes avant de révéler ce qu'ils voulaient vraiment. Grand-mère refusait toujours poliment, et sans colère. Elle me tapotait la main et disait, « Ma chérie, certaines personnes poussent dans une direction, d'autres poussent dans une autre. On ne peut pas forcer un arbre tordu à se tenir droit. » Je n'ai pas complètement compris ce qu'elle voulait dire avant d'être plus âgée. C'est grand-mère qui m'a introduite au monde du droit, bien qu'aucune de nous ne l'ait réalisé à l'époque. Chaque fois qu'elle rentrait du palais de justice, car elle assistait souvent aux réunions du comté, aux audiences de succession ou aux sessions juridiques communautaires pour ses propriétés locatives, elle rapportait histoire après histoire. Des histoires de voisins se battant pour des terres dont ils n'avaient pas besoin. Des disputes entre frères qui ne s'étaient pas parlé depuis des années, ou des familles déchirées par des testaments et des héritages. L'argent peut révéler qui nous sommes vraiment, disait-elle en remontant ses lunettes de lecture. Pour le meilleur ou pour le pire. Parfois, elle me laissait m'asseoir à côté d'elle pendant qu'elle passait en revue les contrats et les baux des locataires. J'aimais la sensation du papier, la certitude noire et blanche des clauses et des signatures. Il y avait quelque chose de rassurant dans des règles qui ne vacillaient pas. À la fin de mon lycée,
Je savais que je voulais être celle qui protège les gens comme grand-mère, les gens ordinaires qui essaient de faire ce qui est juste dans un monde plein de failles et d'opportunistes aux dents longues. Grand-mère m'a encouragé à chaque étape. Elle m'a aidé à postuler au ROTC. Elle m'a aidé à étudier pour les examens. Elle était là lors de ma cérémonie de commissionnement, quand j'ai levé la main droite et juré de servir la marine des États-Unis en tant qu'officier du JAG, juge-avocat général. Mes parents ne sont pas venus. Ils ont envoyé un SMS, félicitations, gamine. Réussis bien. Je ne me sentais plus blessé. Pas vraiment. Juste vide. Grand-mère m'a serré si fort que mon uniforme s'est froissé, et elle a chuchoté, je suis fier de toi. Tu vas rendre le monde plus juste. Il faudra des années avant que je réalise à quel point ce murmure comptait. Quand j'avais 36 ans, après un long déploiement et une rotation dans un commandement juridique naval, grand-mère s'est éteinte paisiblement, tenant doucement ma main. Je pensais que le chagrin m'engloutirait tout entière. Mais rien ne pouvait me préparer à la suite. Mes parents, réapparaissant soudainement, les yeux écarquillés, souriant et faisant semblant de pleurer, insistant sur le fait qu'ils étaient la famille, et exigeant de savoir ce que grand-mère leur avait laissé. Et quand ils ont découvert qu'elle ne leur avait rien laissé, ils m'ont poursuivi, m'accusant d'avoir manipulé une vieille femme pour changer son testament. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés dans ce tribunal. Moi, eux, 4,7 millions de dollars, et la vérité que grand-mère m'avait confiée à protéger. Si vous aviez demandé à n'importe qui à Maple Falls qui m'a élevé, ils n'auraient pas dit mes parents. Ils auraient dit la petite fille de Margaret Lawson, et ils l'auraient dit avec une certaine chaleur, parce que grand-mère avait cet effet sur les gens. C'était le genre de femme qui saluait chaque voisin qui passait, qui préparait des tartes pour les membres malades de l'église, et qui se souvenait des anniversaires de personnes qu'elle n'avait pas vues depuis 20 ans. Et d'une certaine manière, elle a réussi à m'élever en me faisant croire que ce monde, malgré ses aspérités, était essentiellement bon. Mes premiers souvenirs n'étaient pas des jouets ou des voyages comme les autres enfants en parlaient. C'étaient ceux de la maison, le pain de maïs chaud sur la table, le son de grand-mère fredonnant des chants gospel en pliant le linge, et le grincement de la vieille chaise à bascule près de la cheminée où elle me faisait la lecture lors des nuits froides. Elle aimait me raconter des histoires de sa vie, pas les dramatiques, mais les calmes, celles qui avaient forgé son caractère. Des histoires sur la construction de ses quincailleries, un client à la fois, ou la négociation de l'achat d'une propriété locative avec une poignée de main et une promesse. Elle me parlait de son père qui lui avait appris à ne jamais mentir, et de sa mère qui croyait qu'un bon cœur pouvait résoudre la moitié des problèmes du monde. Mais le monde qu'elle m'a donné n'était pas bâti sur un optimisme naïf. Il était bâti sur la discipline, le travail et l'intégrité. Chaque samedi matin, alors que les autres enfants regardaient des dessins animés, j'apprenais comment balayer les allées dans les quincailleries, comment nettoyer les étagères, comment plier les reçus, comment équilibrer un grand livre. Grand-mère n'essayait pas de me faire travailler. Elle me rendait capable. Tu ne sais jamais quand la vie attendra de toi que tu tiennes sur tes deux pieds, disait-elle en me tendant un chiffon à poussière. Mieux vaut apprendre tôt. Ça ne me dérangeait pas. J'aimais la routine. J'aimais être utile. Et j'aimais la façon dont grand-mère me regardait avec une fierté silencieuse chaque fois que je finissais une tâche sans qu'on me le demande. Mes parents entraient et sortaient de mon enfance comme des orages passagers, bruyants, perturbateurs, et laissant toujours un désordre derrière eux. Ils ne restaient jamais longtemps. Quelques heures ici, quelques heures là. Ils débarquaient en parlant de dettes, de nouveaux emplois, d'entreprises faillies, ayant juste besoin d'un peu d'aide, et puis disparaissaient à nouveau. Je me souviens d'avoir eu 12 ans quand mon père a demandé avec colère à grand-mère pourquoi elle ne lui prêtait pas un peu d'argent pour investir dans une vraie opportunité. Il se tenait dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, regardant autour de son modeste salon comme s'il était trop bien pour cet endroit. Grand-mère, qui élevait rarement la voix, a simplement dit « Daniel, je n'investis pas dans des erreurs qui refusent d'apprendre. » Il est parti en colère. Ma mère l'a suivi, soupirant dramatiquement. Ils ne m'ont pas dit au revoir. Alors que la porte moustiquaire se refermait, j'ai attendu que grand-mère dise quelque chose de cinglant ou d'amer, mais elle ne l'a pas fait. Elle a juste repris son tricot et a fait un signe de tête vers la cuisine. « Viens m'aider avec le dîner, ma chérie. » C'était sa façon d'avancer, de ne pas s'attarder sur la colère. C'était une leçon dont j'aurais besoin plus que je ne le réalisais. Au lycée, je n'étais pas la fille populaire, ni la fille drôle, ni l'athlète. J'étais la fille à sa grand-mère, celle à qui les professeurs souriaient parce que j'étais poli et fiable. J'étudiais dur,
non pas parce que quelqu'un me mettait la pression, mais parce que je voulais rendre l'appareil à la femme qui m'avait tout donné. Puis un jour, un recruteur de la marine est venu à notre école. Je m'attendais à ignorer la présentation, comme la plupart des gamins, mais il a mentionné quelque chose qui a fait se redresser chaque nerf de mon corps. Vous pouvez servir votre pays en tant qu'avocat. Ça s'appelle le JAG, juge-avocat général. Vous pouvez défendre des marins, poursuivre des crimes, travailler dans de vrais tribunaux et faire la différence. Un avocat militaire servant mon pays, défendant des gens qui avaient besoin d'aide. Utilisant la loi non pas comme une arme, mais comme un bouclier. Quelque chose en moi a fait clic. Je suis rentré à la maison cet après-midi-là et j'ai tout raconté à grand-mère, chaque détail, chaque possibilité, chaque battement d'excitation dans ma poitrine. Elle a écouté tranquillement en remuant une marmite de soupe aux légumes, le visage pensif. Puis elle s'est tournée vers moi, a essuyé ses mains sur un torchon de cuisine, et a dit, « Si c'est le chemin que ton cœur choisit, je marcherai à tes côtés aussi longtemps que je le pourrai. » Et elle l'a fait. À travers les tests d'entrée, les entretiens, les examens physiques, grand-mère m'a soutenu avec un appui inébranlable. Elle a prié pour moi chaque soir avant ma formation. Elle m'a acheté ma première copie imprimée de la Constitution américaine et l'a placée dans mon sac à dos. Et quand la lettre d'acceptation est arrivée, félicitations, vous avez été commissionné dans le corps du JAG de la Marine des États-Unis, elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis la mort de son mari. Mes parents n'ont pas appelé, n'ont pas envoyé de SMS, n'ont pas envoyé de carte. Mais grand-mère s'est présentée dans une robe bleu marine, debout parmi des familles de militaires qui semblaient tout droit sortis d'affiches de recrutement. Elle était si petite parmi les grands uniformes et les saluts impeccables, mais elle gardait la tête haute quand j'ai traversé l'estrade et prêté serment. Après, elle m'a serré si fort que j'ai cru que mon badge allait se bosseler. J'ai toujours su que tu étais destinée à quelque chose de fort, Sarah. La vie de service m'a changé. J'ai tourné dans des bases à travers le pays, Norfolk, San Diego, Pensacola. Je me suis assise dans des bureaux exigus à rédiger des dossiers tard dans la nuit, je me suis tenu dans des salles d'audience à me battre pour des marins qui avaient fait de mauvais choix ou avaient simplement besoin que quelqu'un croie en eux, et j'ai appris d'officiers supérieurs qui exigeaient l'excellence. J'ai grandi, peut-être pour la première fois. Chaque fois que je rentrais à la maison en permission, la santé de grand-mère semblait un peu plus fragile, ses pas plus lents, ses mains tremblant davantage, son souffle plus court. Mais elle ne se plaignait jamais. « Je suis vieille, ma chérie », disait-elle en souriant. Vieillir est un privilège. Nous passions de longues nuits à parler de la vie, de la justice, du monde. Et parfois, quand elle pensait que je ne regardais pas, elle m'observait avec cette expression douce et fière qui me serrait le cœur. Un hiver, elle m'a dit qu'elle avait mis à jour son testament. Elle m'a remis les documents dans un dossier soigné avec des onglets bleus. Tu comprendras pourquoi le moment venu. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention alors. J'aurais dû, car ce dossier allait détruire le peu de relations qu'il me restait avec mes parents et m'entraîner dans le tribunal où tout allait se dénouer. L'appel téléphonique est arrivé par un jeudi soir calme, alors que j'étais stationné à Norfolk, en train d'examiner une pile de dossiers dans mon appartement. Je me souviens de la façon dont la lumière d'hiver se déversait sur mon bureau, du bourdonnement du trafic de la base à l'extérieur, et de la voix sèche et précise de l'infirmière à l'autre bout du fil. Mademoiselle Lawson, je suis tellement désolé. Votre grand-mère s'est éteinte paisiblement ce matin. Le monde s'est arrêté. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais pas. Ma gorge s'est fermée comme si quelqu'un l'avait enserrée de ses mains. L'infirmière continuait de parler doucement, gentiment, mais sa voix s'est transformée en friture lointaine. Je n'ai entendu que quelques mots clairement, confortable, pas de douleur, tenez le dossier. Ce dossier, celui aux onglets bleus qu'elle m'avait donné 1 an plus tôt. J'ai pris l'avion le lendemain matin. Mon uniforme de cérémonie semblait plus lourd que d'habitude alors que je traversais le petit aéroport de Maple Falls, son vieux système de haut-parleurs crépitant en annonçant les arrivées des vols. L'air sentait le pain et le froid familier de l'hiver. Maple Falls avait toujours porté la même odeur, le même calme, le même rythme lent, mais sans grand-mère m'attendant sur le trottoir dans sa vieille Subaru, la ville semblait vide. Je m'attendais au chagrin. Je ne m'attendais pas à eux. Car debout sur le trottoir, l'air impatient comme s'ils attendaient un Uber, se trouvaient mes parents, Daniel et Linda Lawson. Mon père portait un manteau coûteux qui ne lui allait pas, et ma mère tenait un café latte comme si elle auditionnait pour un magazine lifestyle. Ils ont levé les yeux à mon approche, leur regard balayant mon uniforme, puis atterrissant sur le ruban unique au-dessus de ma poche,
ma citation de déploiement. Ma mère a été la première à parler. Eh bien, la fille de la marine est arrivée. Il n'y avait aucune chaleur, aucune tristesse, aucune reconnaissance de ce que signifiait ce jour. Mon père m'a fait un signe de tête comme si nous étions de simples connaissances. Tu as eu le message, alors? Je les ai fixés. Vous êtes là. C'est sorti plus petit que je ne le voulais. Nous sommes la famille, a dit papa en haussant les épaules. On s'est dit qu'on devait gérer les arrangements. Gérer les arrangements, pas pleurer, pas faire son deuil, pas dire au revoir. Juste gérer. Le trajet jusqu'à la maison s'est fait en silence. J'étais assise sur la banquette arrière, regardant par la fenêtre les devantures familières en briques rouges et les routes enneigées. Le parfum de ma mère remplissait la voiture, envahissant et artificiel, se mélangeant maladroitement à l'odeur de fast-food rassis dans les porte-gobelets. Quand nous sommes entrés dans l'allée de grand-mère, un vent froid a agité les carillons du Porsche, son ensemble préféré en forme de petites feuilles de bronze. Il sonnait différemment sans elle à l'intérieur. La maison semblait fausse, trop immobile, trop vide. Mes parents erraient dans son salon comme des clients parcourant un magasin. Ils prenaient des cadres photos, ouvraient des tiroirs, fouillaient sans demander, sans même me reconnaître. J'ai finalement retrouvé ma voix. Nous devrions peut-être parler des funérailles. Maman a agité la main. Déjà géré. On a parlé à l'église. Vous l'avez fait? Mes mots se sont brisés. Papa s'est appuyé contre le mur comme s'il était propriétaire des lieux. Ouais, c'est pour ça qu'on doit avancer avec le testament. On veut savoir avec quoi on travaille. Un frisson froid m'a traversé. On ne fait pas ça aujourd'hui, ai-je dit doucement. Mais il se dirigeait déjà vers le bureau de grand-mère. 2 jours plus tard, nous étions assis dans le petit bureau de l'avocat Harold Peters, un ami de longue date de grand-mère. L'endroit sentait les vieux livres et l'encaustique au citron. Ses cheveux blancs encadraient un visage marqué par des décennies passées à voir le meilleur et le pire des familles. Il m'a accueilli avec une sympathie sincère. Puis il a salué mes parents avec prudence. Quand nous nous sommes assis, il a ouvert un dossier manille. Le dossier. Le testament de grand-mère. Mon cœur battait la chamade. Il a commencé à lire. À ma petite fille, Sarah Lawson. Je lègue ma maison, mes propriétés, mes actions et tous les comptes financiers totalisant 4,7 millions de dollars d'actifs. Mes parents se sont redressés sur leur siège comme si quelqu'un avait tiré sur des ficelles invisibles. À mon fils, Daniel, et à sa femme, Linda, je laisse mon amour et l'espoir qu'ils comprendront un jour qu'un héritage se construit sur le caractère, et non sur l'avidité. La bouche de ma mère s'est ouverte. Mon père a viré à l'écarlate. J'ai senti une larme unique glisser sur ma joue. Pas à cause de l'argent, mais à cause de la dernière ligne du testament, écrite dans la cursive incomparable de grand-mère, Sarah, ma chérie, tu as gagné tout ce que j'ai par la façon dont tu m'as aimé. Ma mère a craqué. Elle l'a manipulé. Elle a lavé le cerveau d'une vieille femme. Papa a claqué sa paume sur le bureau. C'est ridicule. Sarah n'était même pas là la moitié de sa vie. Elle jouait aux soldats ailleurs. J'ai inspiré, me stabilisant. Je servais notre pays. Oh, s'il te plaît, c'est moquer maman. Ne joue pas à la noble. Tu voulais juste l'héritage. C'était comme avoir 15 ans à nouveau, debout dans l'encadrement d'une porte de cuisine pendant qu'ils lançaient des insultes, ignorant la fille qu'ils avaient abandonnée. L'avocat Peters a croisé les mains. Le testament est juridiquement solide. Votre mère avait toute sa capacité mentale. Papa l'a coupé. Nous le contestons. Maman a pointé un doigt vers moi. Tu auras des nouvelles de notre avocat. Ils sont sortis en trombe, claquant la porte du bureau derrière eux si fort qu'un cadre photo a tremblé. Je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas. L'avocat Peters a posé une main douce sur la mienne. Votre grand-mère vous faisait confiance. Ce testament est inattaquable. Mais cela n'avait pas d'importance, car une semaine plus tard, on m'a remis des papiers, au bord de la tombe de ma grand-mère, m'accusant d'avoir manipulé une vieille femme pour un gain personnel. L'humiliation piquait plus profondément que la colère. Les voisins chuchotaient. Les collègues évitaient le contact visuel. Le journal local a publié un titre horrible, une officière de la marine accusée de fraude à l'héritage par ses propres parents. Et soudain, je ne faisais pas seulement mon deuil. Je défendais mon nom, mon intégrité,
la dignité de ma grand-mère. La marine m'a placé en congé administratif temporaire, une procédure standard pour les officiers sous enquête. Ce n'était pas punitif, mais j'avais l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. Pour la première fois depuis l'enfance, je me sentais seul. J'ai passé des nuits dans la maison de grand-mère, entouré de ses courtes pointes, de ses tasses de thé, de ses albums photos, des morceaux de sa vie qui sentaient encore légèrement la cannelle et la lavande. Je dormais dans son fauteuil, incapable d'affronter sa chambre vide. Chaque page du dossier du testament ressemblait à une bouée de sauvetage, une responsabilité, une promesse. J'ai juré que je défendrais sa dernière volonté avec tout ce que j'avais. Même si cela signifiait affronter mes parents au tribunal, même si cela signifiait révéler la seule chose que je n'avais jamais dite à eux ou à quiconque à Maple Falls. Je n'étais pas juste une avocate. J'étais JAG, juge avocat général de la marine des États-Unis. Et j'étais prête à me battre. Le deuil est une chose étrange. Il ternit le monde, ralentit tout, mais aiguise d'une certaine manière certaines vérités. Et la vérité la plus tranchante de toutes était celle-ci, mes parents n'étaient pas en deuil. Ils étaient en chasse. Leur procès ne concernait pas la justice ou l'équité. Il s'agissait de contrôle, de droit, et de la croyance que je ne méritais rien parce qu'ils m'avaient créé. Le sang, pour eux, n'était pas un lien. C'était un levier. Le jour après avoir reçu l'assignation, je me suis assise seule à la table usée de la salle à manger de grand-mère, avec une tasse de café intacte, fixant la pile de documents juridiques. La neige tombait dehors en couverture douce, recouvrant le jardin qu'elle avait l'habitude d'entretenir chaque printemps. La maison semblait étrangère sans le doux frottement de ses pantoufles ou la chaleur de son fredonnement. J'ai ouvert la plainte à nouveau, lisant les lignes qui me tordaient l'estomac. La défenderesse, Sarah Lawson, a manipulé une femme âgée souffrant de capacité diminuée pour un gain financier. Capacité diminuée. Grand-mère. La femme qui gérait 3 entreprises bien après ses 70 ans. La femme qui équilibrait ses livres de comptes à la main et corrigeait les comptables quand leurs calculs étaient faux. La femme qui m'avait appris à lire les contrats ligne par ligne. Ma mâchoire s'est serrée si fort que ça faisait mal. J'ai soulevé sa photo de la table. Elle riait au milieu d'une phrase, les yeux plissés au coin, le soleil sur ses cheveux argentés. Elle avait toujours dit que la loi concernait la vérité. Je ne laisserais pas la sienne être tordue. La première étape était de trouver une représentation. Je ne pouvais pas me représenter moi-même. Pas dans cette ville, pas dans cette affaire. Trop personnel, trop émotionnel. J'ai donc conduit jusqu'à Madison et engagé un cabinet réputé 2 villes plus loin. L'associé principal, Evelyn O, était une femme vive au début de la soixantaine, aux cheveux argentés tirés en un chignon serré, et aux yeux qui voyaient clair à travers les excuses. Elle m'a serré la main fermement. J'ai entendu parler de votre grand-mère. Elle était respectée. Merci, ai-je chuchoté. Elle m'a fait signe de m'asseoir. Racontez-moi tout. Et je l'ai fait, lentement, délibérément, chaque détail, chaque souvenir, chaque centime que grand-mère avait gagné. Chaque fois que mes parents disparaissaient, pour réapparaître avec les mains tendues. Quand j'ai fini, Evelyn a regardé le testament, tournant chaque page avec un soin délibéré. C'est propre, a-t-elle dit. Votre grand-mère savait exactement ce qu'elle faisait. Il n'y a aucun signe de coercition. Je sais, ai-je répondu. Mais mes parents. Elle a levé une main. Ils ne cherchent pas la justice. Ils cherchent l'accès. Nous vous défendrons. Mais ensuite, elle s'est penchée en arrière, m'étudiant. Bien que je sois curieuse, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous étiez au JAG? Je me suis figé. Comment avez-vous? Elle a pointé l'insigne sur le col de mon manteau. Je n'avais pas réalisé que je le portais encore. Vous êtes JAG de la marine, a-t-elle dit. C'est significatif, surtout dans les litiges de succession. J'ai fait la grimace. Je ne voulais pas que les gens pensent que j'utilise l'armée pour leur faire peur. Evelyn s'est adoucie. Vous n'utilisez rien. Vous énoncez simplement qui vous êtes. Et les juges respectent les officiers du JAG. Ils connaissent le niveau de discipline, d'éthique et de formation impliquée. Cela pourrait aider plus que vous ne le pensez. Ces mots sont restés avec moi. Mais je n'étais toujours pas prête à laisser cela être la première carte que je jouais. Les semaines précédant l'audience ont été un flou d'interrogatoires, de dépositions et de paperasse. L'avocat de mes parents, Richard Gable,
était aussi huileux qu'on peut l'être. Cheveux gominés, sourire mielleux, promesses glissantes. Le genre d'homme qui disait « Madame », comme une arme, pas une politesse. Il m'a interrogé pendant 6 heures. 6 heures à tordre mes mots, impliquant des arrière-pensées, suggérant que j'avais monté grand-mère contre sa « vraie famille ». Chaque fois qu'il appelait mes parents ses « héritiers naturels », quelque chose en moi se recroquevillait. Quand la déposition s'est terminée, il s'est penché en avant et a dit « Ce sera plus facile si vous trouvez un arrangement ». J'ai croisé son regard. Je ne ferai pas d'arrangement. Son sourire narquois a vacillé. Les gens ne combattent généralement pas leurs propres parents au tribunal. Je n'ai pas choisi ce combat, ai-je dit doucement. Si. La nuit après la déposition, je n'ai pas pu dormir. La maison craquait de sa vieille manière familière, mais chaque son semblait amplifié, chaque courant d'air plus froid. Les murs étaient remplis de souvenirs, mais sans grand-mère, cela ressemblait à un musée de choses que j'avais perdues. Vers minuit, j'ai erré dans le salon où son fauteuil était assis près de la fenêtre. Je me suis enfoncé dedans et j'ai tiré une de ses courtes pointes autour de mes épaules. Son journal intime reposait sur la table d'appoint. Je l'ai ouvert doucement, mes doigts traçant son écriture. Elle avait écrit des réflexions sur la ville, sur ses propriétés, sur de petits moments dont elle voulait se souvenir. Puis, sur une page datée de l'année où elle m'a donné le dossier du testament, j'ai trouvé quelque chose qui m'a coupé le souffle. Sarah est devenue une femme intègre, stable, patiente, juste. Elle saura quoi faire de ce que je laisse derrière moi. Daniel n'a jamais appris à gérer l'argent sans blesser les gens. Je prie pour qu'il trouve son chemin, mais je crains qu'il ne lui en veuille. Une larme silencieuse a glissé sur ma joue. Ce n'était pas juste une affaire juridique. C'était la déclaration finale de confiance de grand-mère, sa croyance en moi, sa peur de ce que son fils pourrait faire, sa reconnaissance que l'amour n'était pas toujours réciproque. J'ai fermé le journal et l'ai tenu contre mon cœur. Je protégerai ça, grand-mère, ai-je chuchoté. Je le promets. 2 jours avant l'audience, mes parents se sont présentés à la maison à nouveau. Pas d'avertissement, pas de politesse. Mon père a poussé la porte moustiquaire sans frapper. Sarah, nous devons parler. Je me suis avancé dans le couloir, bloquant leur passage. Ce n'est pas votre maison. Il a ricané. Ce le sera bientôt. Ma mère a croisé les bras. Nous voulons que tu te retires du testament. Non. Papa s'est approché. Tu penses que tu peux gagner ça contre nous? J'ai ravalé le tremblement dans ma gorge. Il ne s'agit pas de gagner. Il s'agit d'honorer grand-mère. Maman a levé les yeux au ciel si fort que ça faisait mal à voir. Margaret était confuse. N'importe qui pouvait le voir. Elle était plus vive que vous deux réunis, ai-je claqué avant de pouvoir m'arrêter. La mâchoire de mon père s'est serrée. Tu penses que tu vaux mieux parce que tu es dans la marine. Je pense que je vaux mieux parce que je suis resté, ai-je dit d'une voix basse. Quand vous ne l'avez pas fait. Le silence qui a suivi était épais comme du ciment. Papa a finalement marmonné, on verra bien, et s'est détourné. Quand ils sont partis, claquant la porte assez fort pour faire trembler les fenêtres, je me suis laissé glisser au sol. Mes mains tremblaient, mais ma détermination non. Je ne faisais pas ça pour l'argent. Je le faisais pour la femme qui m'avait élevé, pour la vie qu'elle avait construite, pour la vérité qu'elle avait laissée derrière elle. Les lignes de bataille étaient tracées. Et dans 2 jours, je marcherai dans ce tribunal non pas comme leur fille, mais comme le lieutenant-commandant Sarah Lawson, du corps du juge-avocat général de la marine des États-Unis. Le matin de l'audience est arrivé froid et gris, le genre de jour d'hiver du Wisconsin où le ciel ressemble à une énorme feuille d'acier. Je me tenais devant le vieux miroir de la salle de bain de grand-mère, ajustant le col de mon tailleur civil, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers l'insigne du JAG de la marine posé sur la table de nuit. Je n'avais pas prévu de le porter. Je n'avais pas prévu de révéler qui j'étais vraiment. Mes grand-mères disaient toujours, la vérité est un bouclier. N'aie jamais peur de la brandir. Alors, j'ai placé l'insigne sur mon revers. Dehors, la neige crissait sous mes bottes. Alors que je marchais vers ma voiture, chaque respiration sortait en nuages. Maple Falls se réveillait lentement. Les lumières des porches s'allumaient, les cheminées crachaient de la fumée. L'enseigne néon de la boulangerie clignotait. Je me suis arrêté au bout de l'allée, regardant en arrière vers la maison. Sa maison. Le vent a fait bruisser les carillons sur le porche,
et pendant un instant, je jure avoir entendu sa voix. « Tiens-toi droite, ma chérie. » Alors je l'ai fait. Le palais de justice bourdonnait déjà quand je suis arrivé. Une journaliste locale a levé son appareil photo, mais j'ai gardé la tête baissée. Ce n'était pas un spectacle. C'était ma vie, l'héritage de ma grand-mère. À l'intérieur, j'ai pris place à la table de la défense à côté de l'avocate Evelyn, qui a ajusté ses lunettes et a chuchoté « Vous êtes calme. » Bien. Ça va les déstabiliser. En face de nous étaient assis mes parents. Ma mère portait un manteau noir avec un col en fausse fourrure, le menton levé dans un chagrin fabriqué. Mon père était assis raidement, la mâchoire serrée, les yeux me coupant avec quelque chose entre le ressentiment et l'anticipation. Puis leur avocat, Richard Gable, est entré avec l'assurance d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Il nous a jeté un coup d'œil, a donné un demi-sourire suffisant, et s'est assis. L'huissier a crié « Levez-vous ». Le juge Michael Hanové est entré, un homme sévère dans la soixantaine avec une expression usée par le marteau. Il servait le comté depuis des décennies et avait la réputation de flairer les mensonges à 1 kilomètre. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la façon dont il s'est figé quand ses yeux ont croisé les miens. Il s'est penché légèrement en avant, plissant les yeux. « Excusez-moi, dit-il lentement. Mais êtes-vous du JAG, madame ?» Sa voix résonna dans la salle silencieuse. Le sourire confiant de Gable vacilla. L'expression de ma mère faiblit. Mon père se raidit visiblement. Je me suis levé poliment. « Oui, votre honneur. » Lieutenant-commandant Sarah Lawson, corps du juge avocat général de la marine des États-Unis. Une onde de murmures traversa la salle d'audience. Le juge Hanové se redressa sur son siège. « Eh bien, dit-il doucement. Cela change les choses. » Et juste comme ça, le sol a bougé. Gable a récupéré en premier. « Votre honneur, » commença-t-il en s'éclaircissant la gorge. « Mes clients soutiennent que mademoiselle Lawson. » Lieutenant-commandant, corrigea sèchement le juge Hanové. Gable cligna des yeux. Le lieutenant-commandant Lawson a manipulé sa grand-mère, une femme âgée aux capacités déclinantes. Le juge Hanové le regarda par-dessus le bord de ses lunettes. Basé sur quelle preuve? Gable fit un geste large. Il y a eu des changements de comportement. Mes clients témoigneront que Margaret Lawson est devenue distante, distraite et financièrement erratique. Mon père hocha vigoureusement la tête. Elle n'était plus elle-même. Ma mère renifla. Elle était confuse. Je suis restée immobile, silencieuse, les laissant parler. Gable continua. Le testament n'a été changé qu'1 an avant son décès. Un moment étrangement pratique, juste après le retour de déploiement de mademoiselle Lawson. Le juge Hanové se tourna vers Evelyn. Votre témoin souhaite répondre? Evelyn se leva, ouvrant son dossier avec un calme délibéré. Votre honneur, nous avons des dossiers médicaux, des évaluations cognitives et des déclarations de son médecin de longue date, confirmant la pleine capacité mentale de Margaret Lawson au moment où le testament a été mis à jour. Elle remit les documents au greffier. Gable essaya d'intervenir, mais le juge Hanové leva une main. Maître Gable, je n'ai pas besoin de commentaires. Je sais lire. Les visages de mes parents s'effondrèrent. Puis Evelyn ajouta, et nous avons son journal intime. Mon souffle se bloqua. Evelyn souleva soigneusement le livre en cuir usé et le posa sur la table d'épreuve. Ceci était en possession de Margaret jusqu'à sa mort. Il contient des entrées faisant référence à l'imprudence financière passée de son fils, à ses tentatives de solliciter de l'argent, et à son inquiétude qu'il tente de réclamer ses actifs après son décès. Le juge Hanové ouvrit le journal à une page marquée. Le silence remplit la pièce. Il lut lentement. Daniel n'a pas changé. Il prend, puis demande plus. Je l'aime, mais je ne peux pas lui faire confiance avec ce que j'ai construit. Sarah est stable, forte et juste. Je laisse le travail de ma vie à la personne qui l'a mérité par la façon dont elle vit. La main de ma mère vola à sa bouche. Les yeux de mon père brûlaient de quelque chose que je ne pouvais nommer. Gable essaya encore, la voix se brisant. Votre honneur, les journaux intimes sont émotionnels, pas factuels. Le juge Hanové ferma le livre avec un bruit sourd qui fit taire toute la salle d'audience. C'est la voix d'une femme compétente prenant une décision réfléchie, dit-il fermement. Pas les divagations de quelqu'un de confus. J'ai expiré lentement. Un pas de plus.
Vint ensuite le témoignage. Mes parents ont prétendu que je m'étais éloigné d'eux, que j'avais aliéné grand-mère, que j'avais utilisé mon passé militaire pour l'intimider. Mais chaque accusation s'effondrait sous le contre-interrogatoire. Evelyne posait des questions simples. À quelle fréquence visitiez-vous votre mère? Quel soutien financier avez-vous fourni? Quand avez-vous passé son dernier anniversaire avec elle? Avez-vous une preuve écrite qu'elle a exprimé de la confusion ou de la coercition? Mes parents bafouillaient des réponses vagues, se contredisant à plusieurs reprises. Mais le moment qui a tout fait éclater est arrivé quand Evelyne a demandé, « Monsieur Lawson, combien d'argent avez-vous demandé à votre mère au cours des 15 dernières années ?» Papa a postillonné. Non pertinent. Le juge Hanové a répondu, hautement pertinent. Répondez à la question. Le visage de mon père a rougi. Je ne me souviens pas, Evelyne a insisté. Plus de 20 000? J'ai dit que je ne me souviens pas, plus de 50? Silence. La salle d'audience le regardait s'effondrer. Finalement, Evelyne a dit, Votre honneur, nous avons les relevés bancaires. C'était fini. Même Gable a arrêté d'objecter. Mes parents semblaient petits. Pas monstrueux, pas maléfiques, juste petits, comme des gens qui avaient passé tant de temps à essayer de combler un vide en eux avec de l'argent qu'ils ne savaient plus où le vide finissait. Quand les témoignages ont pris fin, le juge Hanové s'est frotté les tempes, puis a retiré ses lunettes. Cette cour a entendu suffisamment de preuves. Je rendrai ma décision sous peu. Mon cœur battait la chamade pendant que nous attendions. 5 minutes, 10, 15. Finalement, il est revenu. Il m'a regardé d'abord, puis mes parents, puis la salle comble. Après avoir examiné les preuves, les témoignages et les documents juridiques, cette cour ne trouve aucune indication d'influence indue ou de capacité diminuée. Mon souffle tremblait. Le juge Hanové a continué, le testament de Margaret Lawson reste exactement tel qu'écrit. Tous les actifs restent au lieutenant-commandant Sarah Lawson. Un murmure de soulagement a traversé la salle. Mes parents se sont affaissés sur leur siège. Le juge Hanové a ajouté doucement, la justice ne suit pas toujours les liens du sang. Parfois, elle suit le caractère. Les mots ont frappé quelque chose de profond en moi. Lorsque le marteau est tombé, j'ai senti un poids se lever. Pas seulement celui de la victoire, mais celui de voir enfin la vérité mise à nu. Quand le marteau a frappé, c'était censé ressembler à une victoire. Mais assise là dans le silence après le verdict du juge Hanové, tout ce que je ressentais était une lourdeur étrange et douloureuse, comme si l'air s'était épaissi autour de moi. Mes parents sont restés figés à la table des plaignants, comme si le verdict ne les avait pas encore totalement atteints. Ma mère fixait le bois poli, ses mains serrées fermement sur ses genoux. Mon père s'est penché en arrière, la mâchoire serrée, les yeux vitreux avec quelque chose que je ne pouvais identifier. Colère, humiliation, perte. Peut-être les trois. L'avocat Gable a rassemblé ses papiers sans son expression arrogante habituelle. Il ne m'a même pas regardé en fermant sa mallette. Il a seulement murmuré à mes parents, nous pourrons discuter des options plus tard. Mais il n'y avait plus d'options. Le testament tenait bon. La voix de grand-mère avait parlé, et la justice, la vraie justice, avait été rendue. Quand Gable est sorti de la salle d'audience, la tension a claqué comme un élastique. Ma mère s'est soudainement levée, rassemblant son sac si vite qu'elle a failli le faire tomber. Ce n'est pas juste, a-t-elle chuchoté durement, sa voix tremblant. Ce n'est pas juste pour nous. Mon père s'est levé plus lentement. Il m'a regardé, m'a vraiment regardé pour la première fois depuis des décennies, non pas à travers la colère ou le ressentiment, mais à travers quelque chose de plus doux, quelque chose de brut. Il a ouvert la bouche comme pour parler, puis l'a refermée. Ma mère a tiré sur sa manche. Allons-y, Daniel. Il a hésité, puis l'a suivi dehors. Pas de cri, pas de menace finale, pas de sortie dramatique. Juste le silence. Quand la salle d'audience s'est vidée, Evelyne a placé une main rassurante sur mon épaule. Vous vous êtes comportée avec grâce, Sarah. Je ne me sens pas gracieuse, ai-je chuchoté. Vous n'avez pas à l'être. Evelyne m'a donné un petit sourire presque maternel. Vous avez agi correctement envers votre grand-mère. C'est tout ce qui compte. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Alors que je rangeais mes dossiers, j'ai senti des yeux sur moi. Je me suis tourné pour voir le juge Hanové debout juste à l'extérieur de son cabinet. Il s'est approché lentement,
son expression adoucie par rapport à celle sévère qu'il portait sur le banc. « Lieutenant-commandant Lawson, dit-il. Oui, votre honneur. » Il fit une pause, scrutant mon visage. « J'ai connu votre grand-mère il y a des années. Elle a un jour aidé ma femme pendant une période difficile avec notre première maison. Je n'ai jamais oublié sa gentillesse. Une chaleur s'est répandue en moi. Elle n'a jamais mentionné cela. Elle ne l'aurait pas fait, dit-il avec un sourire calme. Elle n'aidait pas les gens pour les éloges. Vous non plus, d'ailleurs. Il croisa les mains. Vous vous comportez beaucoup comme elle. Elle serait fière de la femme que vous êtes devenue. C'était le coup de grâce. Les larmes sont venues vite, chaudes, piquantes, impossibles à retenir. J'ai détourné le regard, embarrassé, mais le juge a secoué la tête doucement. Pas de honte à aimer ceux qui vous ont bien élevé. J'ai réussi à chuchoter, merci. Il a hoché la tête une fois, puis est retourné dans son cabinet. Evelyne m'a pressé le bras. Allez, on te ramène à la maison. Le trajet de retour vers la maison de grand-mère semblait irréel. Des flocons de neige dérivaient paresseusement à travers le pare-brise, s'accrochant au bord comme de minuscules rappels de la persistance silencieuse de l'hiver. Maple Falls ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, petite, humble, charmante. Mais tout semblait différent maintenant. J'étais différente maintenant. Quand nous sommes entrés dans l'allée, j'ai remercié Evelyne et regardé sa voiture disparaître sur la route. Puis je suis resté seul sur le porche, écoutant les carillons éoliens. Les carillons de grand-mère. Le porche de grand-mère. Le monde de grand-mère. Le mien maintenant. L'intérieur de la maison m'a accueilli avec l'odeur de cannelle et de poussière, familière, réconfortante, déchirante. J'ai erré dans le salon et me suis enfoncé dans son vieux fauteuil, tirant une courte pointe sur mes genoux. Son journal intime était sur la table d'appoint où je l'avais laissé. Je l'ai pris et ouvert à une page au hasard d'il y a 15 ans. Je m'inquiète pour Daniel. Il a un si bon cœur enfoui quelque part en lui. Je prie pour que la vie lui apporte l'humilité avant qu'elle ne lui apporte la ruine. J'ai fermé le livre doucement. Certaines prières prennent du temps. Certaines convergent avec la douleur. Certaines n'éclosent que lorsque l'on s'y attend le moins. Un coup léger m'a fait sursauter. J'ai ouvert la porte pour trouver mon père debout seul sur le porche, la neige s'accumulant sur ses épaules. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés. Il semblait plus petit d'une certaine manière, plus vieux, comme si le tribunal avait dépouillé les couches derrière lesquelles il s'était caché pendant des années. Puis-je, a-t-il commencé en faisant un geste vers l'intérieur. J'ai hésité mais je me suis écarté. Il est entré lentement, presque avec révérence, comme si la maison elle-même exigeait le respect. Ses yeux se sont attardés sur les photos, le manteau de la cheminée, la vieille Bible familiale toujours sur l'étagère. Il s'est finalement tourné vers moi. « Je ne suis pas ici pour me battre, dit-il doucement. Ni pour demander de l'argent. » Sa voix se brisa un peu. Rien que cela a suffi pour tordre quelque chose dans ma poitrine. J'ai lu le journal, a-t-il continué. Avant l'audience, je l'ai trouvé sur la table des preuves. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Mon cœur s'est serré. Elle a écrit sur moi, a-t-il chuchoté. Sur des choses que je ne voulais pas voir, des choses que je prétendais fausses. Je suis restée silencieuse. Il a dégluti. Je n'ai pas été un bon fils pour elle. Et je n'ai pas été un bon père pour toi. Mon souffle s'est coupé, mais je suis resté immobile. J'ai toujours pensé que l'argent était le pont que je pouvais traverser pour arranger les choses, a-t-il dit. Mais je vois maintenant que l'argent était le feu qui brûlait le pont. Il s'est approché. Je ne demande pas le pardon, dit-il doucement. Juste une chance, une petite, juste pour parler, pour essayer à nouveau. Mes yeux se sont remplis de larmes. Tu m'as blessé, ai-je chuchoté. Je sais, dit-il, la voix brisée. Et si tu préfères que je parte, je le ferai, mais je ne veux plus jamais te blesser. Pendant un long moment, tout ce que j'entendais était le tic-tac de la vieille horloge de grand-mère. Finalement, j'ai hoché la tête. Un signe minuscule, mais un signe. Il a expiré en tremblant. Merci, a-t-il chuchoté. Nous nous sommes assis sur le canapé, sans parler, sans reconstruire, pas encore. Juste assis. Et peut-être que c'était suffisant pour le moment. Plus tard cette nuit-là, après son départ, je suis sorti sur le porche et j'ai regardé la lune givrée.
La ville était calme, immobile, paisible. J'ai pressé ma main sur la rampe en bois, sentant le grain sous ma paume, le même endroit où grand-mère avait l'habitude de poser sa main quand elle regardait le coucher du soleil. La justice n'est pas une question de punition, m'avait-elle dit une fois. C'est ramener les cœurs vers la vérité. Peut-être que c'était ce qui se passait maintenant. Peut-être que la justice avait fait plus que protéger mon héritage. Peut-être qu'elle avait fissuré quelque chose d'enfoui, quelque chose de têtu, quelque chose capable de guérir. Et pour la première fois depuis le début du procès, je me suis permis d'espérer. Dans les semaines qui ont suivi le jugement, Maple Falls semblait différente. Non pas parce que les bâtiments avaient changé ou que les saisons avaient tourné, mais parce que j'avais changé. C'était comme si un poids que j'avais porté toute ma vie s'était enfin relâché, me laissant respirer sans me préparer au prochain coup. Pourtant la victoire, la vraie victoire, ne semble jamais aussi tranchante que le moment où elle est gagnée. Elle se pose lentement, comme la neige sur une rue calme. Le lendemain de la visite de mon père, je me suis réveillé tôt, le pâle soleil d'hiver se déversant à travers les rideaux. J'ai infusé du thé comme grand-mère me l'avait appris, lentement, patiemment, laissant les feuilles infuser juste comme il faut. La maison semblait plus chaude d'une certaine manière. Pas parce que quelque chose avait changé, mais parce que quelque chose en moi avait changé. La guérison commence toujours calmement. Je suis sorti, tasse fumante à la main, et j'ai descendu les marches du porche. La cour était couverte de neige fraîche, douce comme du coton, intacte, à l'exception de quelques traces de lapin. L'air avait cette fraîcheur que seuls les matins de petite ville peuvent avoir. Le genre qui vous donne l'impression que le monde recommence à zéro en même temps que vous. Je suis resté là un long moment, respirant, laissant le froid nettoyer mes poumons. C'est alors que j'ai entendu des pas crisser derrière moi. Je me suis tourné. Mon père se tenait au bout de l'allée, les mains enfoncées profondément dans les poches de son manteau, la tête légèrement baissée. Je n'ai pas parlé. Lui non plus. Nous nous sommes simplement fixés, ne sachant pas si la trêve fragile d'hier tiendrait. Finalement, il s'est éclairci la gorge. Bonjour. J'ai hoché la tête. Bonjour. Il a hésité, a donné un coup de pied dans la neige comme il le faisait quand j'étais enfant. J'ai apporté quelque chose. De sa poche, il a sorti une petite boîte enveloppée dans du vieux papier journal. Appalant, il s'est approché et me l'a tendue. Je l'ai prise avec précaution. À l'intérieur se trouvait une vieille photo Polaroid, une que je n'avais jamais vue auparavant. Ma grand-mère était assise sur une balancelle de Porsche, me tenant bébé, emmitouflé dans une couverture rose. Mon père se tenait derrière elle, plus jeune, souriant. Souriant vraiment, avant que la vie ne le torde dans le mauvais sens. Je l'ai trouvée, a-t-il chuchoté, dans un tiroir chez moi. J'ai pensé que tu pourrais la vouloir. Pendant un moment, aucun de nous n'a bougé. Puis j'ai dit doucement, merci. Il a hoché la tête et a détourné le regard, déglutissant difficilement. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il dit. J'ai gâché plus de choses que je ne peux compter. Je t'ai blessé. Je l'ai blessé. Je me suis blessé moi-même. Sa voix tremblait et il clignait des yeux rapidement comme s'il combattait quelque chose d'intérieur. Je ne peux pas changer ce que j'ai fait, a-t-il chuchoté. Mais je veux changer maintenant. Je l'ai étudié. L'affaissement de ses épaules, les fêlures dans sa voix, la façon dont il n'osait pas tout à fait croiser mon regard. Pour la première fois, je ne voyais pas le père qui m'avait abandonné. Je voyais l'homme qui n'avait jamais appris à être meilleur. Cela commence par l'honnêteté, ai-je dit doucement. Il a grimacé, mais a hoché la tête. Je sais, et je suis prêt. Cela n'effaçait pas la douleur. Cela ne défaisait pas les années. Cela ne guérissait pas tout en un seul souffle. Mais c'était un début, et les débuts comptent. Plus tard cet après-midi-là, j'ai conduit en ville pour faire des courses. Maple Falls était animé par les préparatifs des fêtes. Des lumières tendues entre les lampadaires, des vitrines peintes avec des flocons de neige, des couronnes accrochées à chaque porte. Les gens s'affairaient le long des trottoirs, emmitouflés dans des écharpes et des moufles. À l'intérieur du petit marché, Madame Turner de la pharmacie m'a fait signe. Sarah, les bonnes nouvelles voyagent vite. Votre grand-mère serait fière. Merci, ai-je répondu. D'autres sont venus aussi, des mots gentils, des tapes sur l'épaule, des sourires chaleureux. Pas parce que j'avais gagné.
Mais parce que Maple Falls avait aimé Margaret Lawson, et il comprenait que ce qui s'était passé au tribunal était plus grand que l'argent. C'était une question de respect, d'héritage, d'équité. À la caisse, le jeune employé a regardé l'insigne du JAG sur mon manteau et a dit « Madame, merci pour votre service. » J'ai avalé la boule dans ma gorge. Je vous en prie. Dehors, le vent portait le faible son des cloches de l'église. Je me suis arrêté, écoutant. Grand-mère disait que les cloches étaient des rappels, de doux coups de coude pour dire que la vie continuait tout autour de nous. J'ai laissé le son s'installer dans ma poitrine. Puis je suis rentré chez moi. Ce soir-là, alors que le crépuscule se fondait dans la nuit, je me suis assise dans le salon avec le journal de grand-mère ouvert sur mes genoux. J'ai tourné jusqu'à la dernière page, celle qu'elle avait écrite quelques semaines seulement avant son décès. La justice n'est pas un combat. C'est une façon de vivre. Puisse Sarah porter cette vérité, et puisse-t-elle guider ses pas même quand le monde est cruel. J'ai pressé mes doigts sur l'encre, les indentations où son stylo avait bougé autrefois. Et je l'ai senti avec moi. Une paix silencieuse, une présence stable. C'est alors que le téléphone a sonné. Le nom de ma mère a allumé l'écran. Il m'a fallu un moment avant de répondre. Sarah, a-t-elle dit, sa voix instable. J'ai entendu que ton père est passé. Oui. Une respiration tremblante. Je sais que j'ai fait des erreurs, beaucoup. Je n'attends rien. Mais si un jour tu es prête à t'asseoir avec moi aussi, j'aimerais ça. Ces mots étaient incertains, fragiles, mais réels. Je ne suis pas prête, ai-je dit honnêtement. Je comprends, une pause, mais j'attendrai. Pour la première fois de peut-être toute ma vie, elle le pensait vraiment. Quand j'ai raccroché, la maison semblait plus pleine, comme si les murs de grand-mère avaient expiré, soulagé que quelque chose de brisé commence enfin à se réparer. Au cours des semaines suivantes, je me suis jeté dans la restauration de la propriété. J'ai repeint les rampes du porche, réparé le vieux portail, réparé les barres d'eau-lâche sur la remise. J'ai même planté des bulbes dans le jardin gelé, l'espoir enfoui sous le givre, attendant le printemps. Chaque coup de marteau, chaque passage du pinceau ressemblait à recoudre le passé en quelque chose d'entier. Un jour, debout à côté des parterres de jardin, j'ai chuchoté, je fais de mon mieux, grand-mère. Et pour la première fois, j'ai senti que c'était assez. Alors que l'hiver s'intensifiait, je suis retourné à mon poste dans la marine avec mon dossier intact, mon congé rétabli, et une nouvelle perspective dans mon cœur. Mon officier commandant m'a serré la main et a dit, « La marine est fière de vous, lieutenant-commandant. » Mais ce sont les mots de grand-mère qui résonnaient le plus, la justice suit le caractère. J'ai porté cela avec moi dans chaque affaire, chaque audience, chaque histoire de marin que j'étais chargé de défendre. Je portais Maple Falls avec moi, aussi. Et je portais ce nouveau pont fragile se formant entre moi et mes parents. Un pont fait non pas d'argent, mais de vérité lente et patiente. Maintenant, à vous qui écoutez mon histoire. Si vous avez déjà été abandonné, mis en doute ou trahi. Si vous avez déjà dû vous battre pour ce qui était juste alors que d'autres essayaient de réécrire votre vérité. Si vous vous êtes déjà demandé si la justice comptait encore. J'espère que l'héritage de ma grand-mère vous murmure quelque chose ce soir. La justice n'est pas un verdict. C'est une façon de choisir de vivre. Une façon de choisir de pardonner. Une façon de choisir de croire en vous-même, en la vérité, en les secondes chances. Et si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, dites-moi d'où vous écoutez, ou partagez votre propre parcours. Et si vous souhaitez entendre plus d'histoires comme celle-ci, allez-y et abonnez-vous. Une seconde pour vous, un monde de différence pour nous. Por eso, a chingada, a mí no me vengo ofreciendo. Joaquín anda buscando sexo casual. Qué curioso, yo vi que habíamos casual con sexo. Soy más pasivo, yo soy más neutral. Mira, si me le cambiamos, ¿va? Y más con el que ya la conozco desnudo. What the fuck, ¿qué les está pasando? Malditos cachondines. El que se enamora pierde. Yo me estoy quedando con el puto chat que empezó la hora más 18. No, no, no. Maldita sea. ¡Ey! ¡Ey!
A ver, ¿qué? Estúpida que haría una broma.